Fréquence Drone, reportage. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Mais quelle joie de vous retrouver après ces quelques jours d'interruption. Comme vous le savez, j'étais en déplacement en Italie et en France pour réaliser des nouveaux sujets que j'aurai le plaisir de vous présenter très bientôt. Aujourd'hui, je reçois une personne au CV impressionnant. Jugez plutôt. Ancien militaire, officier de réserve au ministère de la Défense, il a géré un projet de 4,5 millions de dollars et a travaillé avec des agences gouvernementales en Amérique du Nord et en Europe sur des projets clés liés aux USA. Il a également géré un portefeuille de gestion de vente de 3 millions de dollars, recruté et géré plus de 250 personnes. Notre invité a également travaillé dans le secteur du spatial et plus particulièrement a été directeur de recherche dans le domaine de la microgravité. Côté sport, il n'est pas en reste non plus. Il a été classé parmi les 250 meilleurs espoirs nationaux de handball olympique de la promotion 2000 et parmi les 30 meilleurs à son poste. Impressionnant, vous dis-je. J'ai le plaisir de vous présenter Géraud Gaillard, dit G pour les intimes. Bonjour Géraud. Bonjour Thierry. Quel parcours, dis-moi. Merci. Est-ce que tu peux te présenter un peu à nos auditeurs en quelques mots ? Absolument, donc je m'appelle Géraud Gaillard, j'ai 38 ans, plus connu sous le nom de Jay depuis quelques années. J'habite à Strasbourg, j'ai 3 enfants, je travaille actuellement comme directeur des projets pour une société du spatial français qui s'appelle Linspace. Dans cette société, donc qu'est-ce que tu y fais à l'heure actuelle ? Alors, je suis directeur des projets, c'est-à-dire que je suis en charge des projets existants. On a des projets de recherche et développement qui sont financés par la BPI, c'est-à-dire qu'on participe à des consortiums là-dessus. Donc, je m'assure de la réalisation de ces projets, comme on dit en anglais, on time, on cost, on quality, donc en temps, en qualité et puis en budget. Je suis également en charge de tout ce qui est participation à des nouveaux projets. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'appels à projets de la part de la BPI, mais également de la part des institutions européennes. Donc ça veut dire monter des consortiums, définir les scopes des projets pour savoir concrètement quelles fonctionnalités de produits on va développer dans les mois et les années à venir. Donc c'est assez passionnant. Et puis un des projets c'est on revient un petit peu toujours au point de départ, c'est un projet donc de préfiguration de la future filiale américaine de la société. Alors on va revenir sur la période où tu as travaillé pour la société Elister, que j'ai eu le plaisir d'interviewer dernièrement. Tu y as travaillé pendant 5 ans et sur une filiale aux États-Unis, hein, c'est bien ça ? Essentiellement, oui. J'ai commencé en juin 2017 chez Elister. J'ai été pendant 1 an business developer sur la zone Europe de l'Ouest, c'est-à-dire j'ai essentiellement travaillé avec à peu près dans tous les pays de l'Europe de l'Ouest et notamment les gouvernements. Et puis ensuite, j'ai effectivement été positionné sur le développement en Amérique du Nord et plus précisément aux États-Unis. Et j'ai été notamment chargé d'ouvrir la filiale américaine d'Elister. Qui à l'époque était à Boston, et puis j'ai également été chargé du recrutement des premiers salariés américains de la société. Comment mettons en place une structure comme ça aux États-Unis, notamment à Boston, qui est quand même pas un lieu anodin ? Comment on peut trouver les premiers contrats avec les gouvernements américains, notamment pour la société Elister ? C'est une très bonne question. Paradoxalement, on n'y pense pas forcément au début. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir au fil du temps qu'il y a de plus en plus de clients potentiels, de prospects qui vont nous contacter et que ces prospects viennent de plus en plus des États-Unis. Donc, on participe à des salons, on fait les allers-retours entre la France et les États-Unis. Et puis, une fois qu'on décroche les premiers contrats ou en tout cas les premiers clients américains, nous on s'est aperçu assez vite que le type de client que ces personnes étaient, en fait, c'était des gens ou des entités qui étaient liées au gouvernement. Et étant donné que le drone est aux États-Unis un secteur stratégique, on a assez vite compris que pour pouvoir bénéficier de l'effet de levier du marché américain pour on va dire vraiment augmenter le volume de vente, il fallait être aux États-Unis. C'est-à-dire que en fait les clients vous le font assez vite comprendre. Et on se heurte assez vite, quand on est une société étrangère, on se heurte assez vite aussi au mur de régulation qui existe aux États-Unis. Et du coup, en fait, une fois que notre filiale, que la filiale de la société est implantée aux États-Unis, ces régulations
ne disparaissent pas, mais en tout cas diminuent parce qu'on est présent sur place. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait. Fréquence Drone, interview. Thierry Mort reçoit Géraud Gaillard. Alors, tu t'installes aux États-Unis, tu y vis là-bas pendant pratiquement 5 années. Tu as développé pour Elister donc tout ce réseau. Mais qu'est-ce que tu penses, ou voire même qu'est-ce que pensent aussi les Américains du système de drone captif? Ils sont assez convaincus parce que je crois qu'initialement le concept de drone captif a été inventé aux États-Unis. En revanche, Elister a été vraiment de mémoire la première société française à développer ce concept à une échelle, on va dire industrielle, en tout cas à grande échelle. Les Américains, en fait, sont très pragmatiques. Ils aiment beaucoup les nouveaux concepts et l'innovation technologique. S'ils voient que ça marche, ils vont vraiment se jeter dedans et mettre les financements qu'il faut. En revanche, si ça marche pas, ils vont dire écoutez, tant pis, on va voir ailleurs. Donc au niveau du drone captif, quand je suis arrivé chez Elister, on va dire 2017, 2018, 2019, il y a eu une phase, c'était encore en phase d'évangélisation, c'est-à-dire que les clients américains qui venaient nous voir nous disaient « Ah tiens, un drone, il est captif, c'est intéressant, expliquez-nous ». Par contre, dès qu'on a basculé 2020, 2021, 2022, les clients venaient nous voir en nous disant « Ah cool, j'ai besoin d'un drone captif pour ça, ça, ça et ça ». C'est-à-dire qu'il y a eu une phase pendant laquelle on a l'impression que les clients, le marché a fait son évangélisation et a parfaitement internalisé le concept de drone captif en se disant « Tiens, ça c'est pas mal, ça peut nous servir, essayons de voir comment on peut s'équiper ». Ben ça, c'est très intéressant, effectivement, parce que ça permet de voir un peu la différence qui existe entre les Européens et les Américains sur la manière d'appréhender un marché. Dis-moi, tu as quitté donc le domaine du drone donc après 5 ans chez Elister pour rejoindre le domaine du spatial, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir bifurquer vers ce secteur et plutôt orienter Europe alors que tu étais aux États-Unis? Exactement. Alors ça, c'était un petit peu un choix de vie à faire. C'est-à-dire que j'ai fait ce certificat en ingénierie système au MIT quand j'étais à Boston. Et le contenu de ce certificat, l'équivalent des DU en France, était vraiment focalisé sur le programme spatial américain. Et à la fin, il y avait un projet de recherche qu'on devait faire en équipe. Et le projet de recherche que j'ai choisi moi à l'époque, c'était de travailler sur l'hélicoptère Ingenuity, qui en fait est un drone, qui à l'époque avait été envoyé sur Mars et on ne savait pas s'il allait voler. Et je m'étais dit, tiens, c'est parfait parce que ce projet, on va dire, allie le spatial et le drone, c'est-à-dire un truc que je sais faire et quelque chose que je suis en train d'apprendre. Et en fait, ça a été un peu le déclencheur, c'est-à-dire je me suis dit, ça faisait 5 ans que j'étais dans le domaine de la sécurité, de la défense, etc. Et le domaine spatial avec notamment l'augmentation de la course spatiale privée à laquelle on assiste aux États-Unis, dont SpaceX est un peu le porte-étendard, mais je me suis dit, ça, j'ai envie d'en faire partie. Malheureusement, n'étant ni américain ni résident permanent, on est lié par les visas quand on est aux États-Unis. Donc, si j'avais envie de faire cette transition, il fallait rentrer en France. Et voilà, du coup, c'est la décision que j'ai prise pour le moment de rentrer en France pour faire mes armes. Évidemment, toujours avec la bannière étoilée dans le viseur. Hein. J'ai pas dit mon dernier mot là-dessus. Voilà. Bien. Alors effectivement, on parle de drone et effectivement aussi sur Mars, c'est très bien. D'ailleurs, il a fonctionné, hein, si mes souvenirs sont bons, il a même bien fonctionné. Donc tu arrives en France et là, tu es recruté par une entreprise au Luxembourg, je crois, dans le domaine spatial, et tu deviens chef de projet et directeur général de la filiale luxembourgeoise. C'est bien ça? Exactement. La société, c'est une société allemande qui s'appelle Yuri, qui travaille dans le domaine de la microgravité. Et tout à fait. À l'époque, ils avaient gagné un contrat avec l'agence spatiale européenne, financé par l'agence spatiale luxembourgeoise, parce que le Luxembourg est investi massivement dans l'industrie spatiale aujourd'hui. Donc du coup, ils cherchaient une personne pour gérer l'équipe d'ingénieurs qui travaille sur ce projet et de facto gérer la filiale luxembourgeoise.
c'est pour ça que je suis allé là-bas. Fréquence Drone reportage. Géraud Gaillard en interview. Alors dis-moi, pour ceux qui sont un peu néophytes, et tout comme moi d'ailleurs, qu'est-ce que ce sont des recherches biologiques en microgravité ? Concrètement, ça consiste à envoyer des organismes vivants, alors minuscules, hein. Concrètement ça consiste à envoyer des cellules dans l'espace, ou des protéines, ou tout organisme vivant, et de voir comment cet organisme va se développer dans une situation, en gros en apesanteur, quoi. C'est-à-dire en étant dans l'espace, en flottant dans l'espace. Parce que si je prends l'exemple d'une protéine X ou Y, on sait que cette protéine X ou Y, elle a 5 formes possibles. Elle peut prendre 5 formes possibles. En revanche, sur Terre, on a pu scientifiquement prouver que 3 des formes sur les 5 théoriques qui existent. Eh ben, en envoyant cette protéine ou cette cellule en microgravité, on va voir si elle peut prendre une ou l'autre forme qui n'a pas réussi à être prouvée sur Terre. Concrètement, ça permet, en fait, c'est toute la recherche, c'est tout un pan de la recherche fondamentale pour les futures thérapies géniques, géniques ou anticancérigènes, etc., etc. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont permettre on va dire, d'augmenter vraiment le savoir-faire de toute la recherche fondamentale qui aujourd'hui se fait sur Terre. Et ben tout ce pan-là qui va pouvoir être fait dans l'espace, on espère, va pouvoir permettre de créer des nouveaux traitements, notamment contre des maladies orphelines ou contre certains types de cancers, qu'on n'est pas capable de traiter aujourd'hui. Donc c'est encore un domaine assez vertigineux. Ouais. Alors, question subsidiaire, quand tu dis en microgravité, donc tu l'envoies où, sur la station spatiale internationale, ou c'est robotisé, que tu envoies dans des capsules en microgravité, et c'est robotisé à partir de, ou télépiloté, puisqu'on est même dans le domaine du drone? Ouais, absolument. Pour le moment, un petit peu les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la station spatiale internationale, c'est l'ISS qui vraiment est le hub principal de cette recherche. Par contre, on est aujourd'hui dans une phase où, en 2030, a priori, la station spatiale internationale va prendre sa retraite, et on est rentré dans une ère, alors à laquelle on n'est pas encore vraiment conscient quand on travaille pas dans ce domaine, mais on est vraiment rentré dans l'ère des stations spatiales privées. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés, on y revient, essentiellement américaines, qui développent leur station spatiale privée pour prendre le relais de l'ISS post-2030. Donc concrètement, dans les années à venir, on va utiliser un lanceur SpaceX avec une capsule Crew Dragon qu'on va aller soit arrimer à l'ISS, soit arrimer à une station spatiale privée, et puis soit conduire les expériences en microgravité avec les charges utiles, les payloads au sein de la capsule qui a été lancée, ou alors de carrément transférer l'expérimentation au sein de la station spatiale. D'accord. Alors dis-moi, le drone, c'est de l'histoire ancienne pour toi, ou cette connaissance que tu as du drone te sert justement dans cette recherche? C'est une bonne question. En fait, avant le drone, j'ai travaillé dans le maritime, dans l'électronique de navigation. Alors, l'électronique de navigation, c'est de l'histoire ancienne, mais c'est quelque chose qui m'a servi dans le domaine du drone. Donc, je pense que c'est un peu le même schéma. Pour moi, le drone est de l'histoire ancienne, parce que vraiment, une fois qu'on met le pied dans le spatial, c'est difficile de redescendre sur Terre, hein, si je peux utiliser ce jeu de mots. Mais ce que j'ai appris dans le drone, oui, me sert d'un point de vue technique et opérationnel, me sert tous les jours aujourd'hui. J'ai peut-être un peu de difficulté à te poser la prochaine question, dans la mesure où je voulais savoir, est-ce que tu as un regard sur la réglementation européenne, toi qui as quand même travaillé dans le secteur des drones aux USA, et peut-être la différence que tu as pu voir ou constater entre la réglementation européenne telle qu'elle se construit aujourd'hui et la réglementation américaine telle que tu as pu peut-être la côtoyer. Oui. Alors, pour que les auditeurs comprennent bien aussi, moi j'ai quitté Elister il y a 1 an, hein, donc c'est-à-dire que mon expertise, ou en tout cas mon vécu, s'arrête il y a à peu près 1 an. Donc peut-être que la chose
aura évolué depuis, mais d'après ce que je vois sur les posts LinkedIn de mes anciens collègues, ça a pas l'air d'être le cas. La différence principale, c'est que en Europe, chaque État gère un petit peu sa régulation, gère sa licence, gère les licences de téléopérateurs, etc., etc. Alors je sais qu'il y a une législation européenne qui est en train d'être construite. Je ne sais pas si elle est rentrée en vigueur depuis, mais ça reste de toute façon, on reste dans l'éternel problème européen, c'est-à-dire qu'on est dans une confédération d'États et on n'est pas dans un État fédéré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoir fédéral qui peut gérer ce domaine-là en termes des licences et des autorisations. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, beaucoup plus simple parce que pour être pilote de drone, c'est uniquement le niveau fédéral qui gère ça. Donc il faut passer sa licence qu'on appelle Part 107. Donc partie 107 en gros de la législation de la FAA américaine, donc de la Federal Aviation Authority. Donc il y a des cours théoriques à passer et puis il y a une validation, il me semble, pratique qui est à faire, mais en termes de complexité, c'est quelque chose qui est vraiment infiniment moindre, me semble-t-il, par rapport à ce qu'on peut trouver au niveau européen. Et aussi surtout, c'est que les niveaux inférieurs sont assez drone-friendly, c'est-à-dire que comme les États fédérés et puis les villes et les comtés ont en fait très peu d'expertise en termes de drones, hormis leur force de police peut-être, en gros ce qu'ils vont faire, ils vont dire nous, en gros notre législation c'est la même que celle de la FAA. Si la FAA dit ok vous pouvez voler, on vole. Par contre si la FAA dit là vous pouvez pas voler, on vole pas. Oui, c'est quand même beaucoup plus simple, on va dire. Ah oui, de mon point de vue c'est beaucoup plus simple. Ouais. Fréquence Drone Interview. Thierry Mort reçoit Géraud Gaillard. Alors, tu as été dans le secteur militaire, on l'a dit en introduction, tu es même officier de réserve, tu as travaillé donc dans le domaine du drone, tu travailles maintenant dans le domaine du spatial. Dis-moi, tu as énormément de relations, je crois même que c'est ce qui te permet de participer, ou ce qui t'a permis de participer à un réseau d'investisseurs, business angels de classe mondiale, non ? Oui, alors tout à fait, ça pareil, c'est quelque chose que j'avais pas forcément anticipé, mais de par mes expériences passées aux États-Unis, j'ai rencontré, j'ai travaillé avec des gens. Alors ça remonte à avant Elister, mais avec des gens qui étaient notamment dans le milieu de la banque d'affaires à New York, et il se trouve que chez les anciens officiers aussi bien de l'armée américaine que de l'armée, ou en tout cas de la marine française, je sais pas, il y a une tendance à, une fois que ces gens-là prennent leur retraite, ils sont très appréciés dans les conseils d'administration, ou en tout cas dans les réseaux de business angels ou de venture capitalistes. Donc du coup, ça c'est des contacts que j'ai gardés, et en fait c'est un milieu qui est assez passionnant parce que c'est un milieu qui vous permet d'avoir une super bonne perception des tendances technologiques à venir. Étant donné que tous les gens qui montent des boîtes, qui sont persuadés d'avoir des technologies, comme on dit, disruptives, ils vont contacter ces business angels. En gros, tous les decks qui passent, concrètement, on les voit ou on en a connaissance. Et du coup, c'est génial parce que en gros, j'ai commencé à m'intéresser, par exemple, au Bitcoin ou aux crypto-monnaies en 2013. Donc ça donne un coup d'avance. Et en ça, c'est super bien. C'est peut-être un peu, sans parler des business angels qui existent en France et voire en Europe, c'est peut-être un peu ce qui nous manque à nous, Européens et Français, pour pouvoir avoir cette vision de l'avenir, non ? Ah ouais, à 100%. Ça, c'est peut-être le plus gros enseignement que je retire de ma période américaine. C'est même assez flippant, vraiment. C'est que en France ou en Europe, on va passer 2 fois plus de temps pour lever 3 fois moins d'argent. On va avoir des business angels ou des VC qui vont être assez frileux à investir early stage. Il y a aussi une captation par les grosses sociétés sur les petites sociétés, c'est-à-dire qu'elles vont assez vite racheter les petites sociétés. Alors qu'aux États-Unis, une start-up va assez vite réussir à lever quelques dizaines ou centaines de millions de dollars et va être en introduction au Nasdaq quelques années après. Ça, mais rien que dans le milieu du drone, dans le drone captif, moi je le vois bien. On est arrivé avec Elister, on est arrivé aux États-Unis avec vraiment une avance technologique
qui était très forte, parce qu'à l'époque, les Américains étaient assez peu présents. C'était que du DJI, c'était que du drone chinois. Et Trump a dit maintenant ça suffit quoi. Tous les drones chinois maintenant sont cloués au sol. Et en fait quand on a été confronté à l'accélération du marché américain, notamment par la demande d'innovation et aussi par la capacité à lever des fonds. Et ça c'est pas propre à Elister, hein, c'est propre à toutes les entreprises tech européennes. Quand vous dites ouais je suis content, c'est cool, on vient de lever 5 millions d'euros ou 10 millions d'euros, on est super content, et ben vous prenez votre montant, vous faites x5 et puis vous êtes sûr que ce que vos concurrents américains, et ben ils ont levé exactement la même somme. Donc voilà, à partir de là, l'équation, elle est pas solide. C'est peut-être un peu là-dessus qu'il faudrait regarder au niveau français pour pouvoir essayer d'avancer un peu plus. Parce que comme tu l'as dit, avec Elister, ils étaient en avance technologiquement parlant. Ils le sont certainement toujours aujourd'hui. Hein. J'ai discuté avec Guilhem dernièrement. Par contre, c'est vrai qu'il faudrait pas qu'on prenne du retard parce que derrière, soit on n'arrive pas à lever de fonds, soit parce que derrière, on est frileux et qu'on donne 1/5 de ce que donneraient les Américains pour la même chose. Ouais, non, absolument. Après, pour rebondir là-dessus, hein, enfin c'est vrai que là j'ai vu des posts passer récemment sur Elister. Ils ont encore fait des super performances vraiment technologiques. Là, ils sont allés voler dans le cercle polaire arctique il y a pas longtemps. Donc non, la technologie est pas en question, mais la capacité d'accélération que donne le marché américain est assez phénoménale. Et ça, on n'y coupera pas. C'est sûr que ça passe par l'investissement. C'est tout à fait vrai. Oui, tout à fait. En fait, il n'était pas question de mettre en cause ni la technologie, ni le sérieux de la société Elister, qui est bien au contraire est une très belle société. J'ai effectivement parlé de ce sujet qui est relatif au cercle polaire. C'est vraiment quelque chose de formidable. Non, c'est vraiment le problème majeur que voient même toutes les petites entreprises françaises, hein, qui sont dans le domaine du développement et notamment du drone, pour lesquels l'accélération n'est pas aussi flagrante que ce qu'on peut l'avoir aux États-Unis. Et c'est quand même malheureux d'avoir des bonnes idées, d'être obligé d'aller se développer aux États-Unis pour revenir vendre les produits américains en France. Enfin, dans tous les cas, c'est ma vision des choses. Absolument, non, oui, je la rejoins. Voilà. Bien, écoute, on arrive malheureusement à la fin de cette émission. Je pourrais parler effectivement des heures de ce sujet-là, tant j'apprécie les États-Unis, j'apprécie le drone et j'apprécie la réglementation. Est-ce que tu aurais un sujet que tu aimerais développer que je n'aurais peut-être pas abordé ? Un sujet, pas forcément, mais peut-être plus un message en fait. Ce qu'avait dit Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Ça m'étonne de faire une citation du pape, mais ouais, ça c'est vraiment le message que peut-être j'ai envie de vraiment donner aux investisseurs, pas aux investisseurs, mais aux entrepreneurs français. N'ayez pas peur, parce que paradoxalement, un entrepreneur français ou européen, si un Américain vient le voir et va lui dire tiens je te donne 50 millions, il va pas en vouloir, il va dire ah non mais attendez c'est quand même un peu trop, on serait peut-être mieux avec 10 millions, etc. N'ayez pas peur, croyez en vous, on n'est pas plus bête que les autres, vraiment le savoir-faire en France et en Europe on l'a, il existe, donc ne vous restreignez pas, croyez en vous, ayez confiance et allez-y, et puis si on vous dit non, eh ben c'est pas grave, ceux qui vous disent non, en fait, ne les écoutez pas. Allez voir d'autres personnes et on finira par vous dire oui, tout simplement. Eh bien, écoute, c'est sur cette belle parole, et même si elle émane du pape au départ, en tous les cas, c'est sur cette belle parole et ces beaux conseils que tu donnes que l'on va terminer cette émission. Bien, merci Géraud. Je te souhaite une bonne continuation dans la nouvelle activité qui est la tienne, et j'espère te recroiser de temps en temps sur les ondes de Fréquence Drone. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Thierry pour l'invitation. J'étais très heureux de participer à l'émission. Très belle journée et puis à très bientôt. Merci Géraud, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Fréquence Drone.